Yannick, Oui, Pierre-Luc. est-ce que tu es excité comme moi à vendredi, le 28 août à 20h à Longueuil? Est-ce que tu es excité pour moi juste de penser d'être là? Oui, j'ai super hâte. Les billets sont pratiquement tous vendus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y en a eu deux annulations. Fait qu'il y a deux billets qui sont libérés. Vous pouvez aller au leslou.com, Leslou.com, leslou.com pour, mon Dieu, remplir les deux derniers billets qui sont disponibles en ce moment. Qui sont disponibles pour, bien sûr, Trois Bières live. Pas pour, je veux dire, il y a souvent des shows à la salle Fan Place organisés par les loups, mais celui dont on vous parle, c'est Oui, Trois Bières live, qui est notre premier show live de 2020. exactement. Celui-là, il va arriver. Là, peu importe là, s'il y a une panne d'électricité, s'il y a un déluge, s'il y a un ouragan, peu importe ce qui va arriver, On s'il y a sent. les quatre chevaliers d'Apocalypse qui débarquent, on va se battre contre eux parce que le podcast va avoir lieu, le show va avoir lieu. C'est sûr et certain. Au pire, le show va être dans le stationnement. On va s'arranger. On va s'arranger. On va s'arranger. Fait que c'est ça, lesloups.com pour les derniers billets disponibles. On espère que vous allez être là. Ça va être vraiment le fun. Et bien sûr, sécuritaire, car ils ont bien organisé ça. On l'a vu, on était là. C'était bien Oui, c'est organisé. ça. Gratuit sur Patreon de Trois-Bières, on a mis l'extrait où est-ce qu'Emma Pénic, on décide finalement d'amener les shows. Fait que c'est un petit 9 minutes qui, je pense, c'est du vrai. c'est du. C'est du real. C'est du real. C'est du real. C'est du Aussi, podcast réalité. Yannick, qu'est-ce que c'est le Patreon aussi aujourd'hui, cette semaine? Ce vendredi, c'est big. C'est la naissance d'un nouveau show Patreon, d'une nouvelle Oui. série qui sera potentiellement mensuelle, ce qu'on m'a glissé à l'oreille. Ça, c'est C'est un show que. très spécial. Oui, je vais expliquer les contextes. On en parle un peu dedans, mais moi et mon ami Stéphane De Guire, qui était aussi chroniqueur à ma soirée, le premier sujet, tu sais, il mérite trois bières. Et sur une bulle, on s'est dit, on va aller au Popeyes en Ontario pour manger du poulet frit, parce que c'est le meilleur poulet frit, je pense, qu'il existe sur la Terre. Et en revenant, on a tellement de bonne humeur qu'on a reçu une coin d'amitié, mais on parle juste de bouffe tout le long. Et Yannick, tu as décidé toi-même que tu allais imposer que ça allait être un nouveau segment parce que tu avais l'air d'avoir aimé ça. Ouais, j'ai pris une décision exécutive et éditoriale. C'était supposé être un coin de l'amitié, mais je l'ai rebaptisé. Et c'est maintenant devenu le nouveau podcast du Patreon de Trois-Bières, qui est exclusif au Patreon de Trois-Bières. Les routiers de la Boustify. Oui, c'est ça. Fait que moi puis Stéphane, on va se promener à travers le Québec. Pour le moment, c'est à 2 heures de distance, j'ai à peu près être gros max. Mais on va aller manger votre bouffe, puis après, on va en parler. Fait que ça peut être soit une grande chaîne qu'on n'a pas à Montréal, ça peut être aussi votre pataterie du coin, quelque chose qui est local. Fait que écrivez-moi sur Instagram, à Croissant Pierre-Luc, si vous avez des choses à Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivières. Dans ce coin-là, on va, Sorel, genre tout ça. On va venir se bourrer la face dans votre coin, puis on va en parler après. Puis c'est ça, le premier épisode, il est disponible dès maintenant sur le Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/Trois-Bières. Justement, parlant du merveilleux Patreon, on va remercier les gens qui nous encouragent, qui nous aident justement à faire cette belle émission, qui nous aident à survivre aussi dans ces temps incertains et complexes, comme me l'expliquent les annonces de pick-up à la TV. Alors, on aimerait remercier Éric Pelletier, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier et Philippe Marcotte. Mais ce n'est pas tout. On va remercier aussi les nouveaux gens qui se sont joints au Patreon cette semaine, dont justement Éric Pelletier, qui est arrivé dans le gros tiers d'encourageurs de Trois-Bières. Alors, merci beaucoup, Éric. Et on aimerait aussi saluer Jean-François Maillet, Simon Leclerc, Jocelyn Constantino, Marie-Pierre Dandurand et Mélanie Rouleau. C'est ça. Et si vous voulez aussi ne pas être nommé, même si c'est dans les perks, dites-le nous, puis on va pas vous nommer. Ouais, il y a des gens qui veulent encourager Trois-Bières, mais ils ne veulent pas être associés publiquement à Trois-Bières. Ce qui est correct, c'est votre fantaisie. Bref, c'est ça. Merci beaucoup. Et maintenant, on vous laisse aller vers un merveilleux épisode avec Evelyne Ferron. Pas besoin de la présenter davantage. C'est une de nos préférées, c'est une de vos préférées. Et elle a interrompu ses vacances 1h30 pour venir parler et répondre à vos questions d'histoire. André de Deschambault, qui est un peu loin pour venir le vendredi 28 août à la salle Fan Place à Longueuil. Elle pourrait aller sur leslou.com prendre des billets, pareil, si elle était vraiment motivée. Oui, mais regarde. Evelyne, elle fait partie de la famille. On y sliderait des billets si jamais elle demande. Ouais. Mais bref,
allez acheter des billets au lelou.com et écoutez cet épisode direct là. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière ou de n'importe quel breuvage. C'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Evelyne, bonjour. Hey! Evelyne. Evelyne, comment ça va? Ça va bien, je suis en vacances, moi. J'ai accepté de sortir de mes 2 derniers jours de vacances pour Pour nous, aller faire un Trois-Bières. Mais oui, là, je suis en période repos. Mes chroniques radio ont été préenregistrées pour 2 semaines. Fait que, en fait, c'est pas vrai, j'ai congé jusqu'à dimanche. Bien relax et j'en profite le plus que je peux avant l'enseignement en ligne qui me pend au bout. Ben oui, justement, moi, c'est une affaire que j'étais curieux de te poser parce que, tu sais, la dernière fois que tu es venu à l'émission, c'était comme vraiment au début. On était en mars, hein? Oui, on était en mars. Fait que là, les cours se terminaient ou ils étaient sur le bord de terminer. Là, ça va recommencer. Fait que ça recommence comment pour toi en tant que prof, les trucs en ligne et tout ça, là? Notre rentrée administrative au collégial était hier et disons que c'est là qu'on commence à savoir exactement ce qui nous attend. On savait qui allait enseigner à distance et qui n'allait pas enseigner à distance parce que, bon, je vais vous faire une histoire courte. Rendu en avril, on ne savait pas que Danielle Mécan allait changer de poste et qu'elle allait être la ministre de l'Éducation supérieure. Rien de ça. Les universités, les cégeps ont quand même été proactifs et ont dit, bien voici, pour les étudiants qui vont s'inscrire, surtout ceux qui n'ont pas fini leur secondaire 5 normalement et qui vont rentrer au cégep dans ces circonstances-là, ils sont très nerveux. Il y a beaucoup d'anxiété. Voilà ce qu'on propose. Il fallait que les institutions proposent quelque chose. Donc, beaucoup d'universités ont proposé un enseignement à distance complet. Sherbrooke, de notre côté, les premières années, on voulait que les premières sessions aient du présentiel, mais ça implique d'enseigner dans des chapelles, à la salle Maurice O'Brady, des choses comme ça. Et ça implique, on donne 1h20. Le temps il faut vraiment quitter après 1h20 une étoile locale pour le cours suivant, puis le reste se fait en ligne. Donc, moi, aller à Sherbrooke, 4 heures de route pour même pas faire de bureau, pour faire juste 1h20, j'ai dit non. Donc, je suis à distance complètement à l'université, ce qui fait que plein de gens qui peuvent s'inscrire encore à mon cours si vous voulez suivre Histoire de l'Antiquité le jeudi après-midi. C'est une possibilité à l'Université de Sherbrooke. Puis, au collégial, ben, ils ont annoncé aussi au départ tout allait être à distance. Le ministre Berge a réagi, si vous avez suivi les nouvelles, en disant, ben là, on aimerait peut-être ça, tu sais, que les étudiants commencent à aient un peu de présentiel et tout ça, peut-être un 30 %. Donc, de toute façon, on l'avait de notre côté dans la plupart des cégeps parce que, bon, les labs en biologie, tout ce qui est sciences, nous autres, on a une technique d'orthèse-prothèse. C'est sûr que tu ne peux pas apprendre tout à distance. Il y a de la manipulation, c'est ça. Restauration, même chose. Donc, on avait déjà, pour les programmes techniques qui nécessitaient des manipulations, le fameux 30 % de présentiel, ce qui fait qu'Evelyne, en sciences humaines, enseigne toute la session dans ce bureau sur Microsoft Teams. Et c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas encore mon horaire de cégep. J'ai aucune idée sur quel horaire je suis. Ils nous ont dit jusqu'au 14, mais on commence la session plus tard cette année. Là, on commence le 31 août en même temps que les universités pour nous donner le temps à nous là, de s'ajuster à tout ce qu'ils vont nous demander, nous exiger. Fait que grosso modo, voilà. Donc, le but, ça va être d'arriver à être dynamique, assise plutôt que debout. Parce que je suis habituée d'enseigner debout et d'être très... C'est vrai, je l'ai déjà vu. Peut-être debout, Evelyne, si tu veux, chez vous, tu as le droit. Il n'y a rien qui t'empêche d'élever ton laptop. Ouais, mais là, il faut que tu ajoutes ta webcam quand tu le fais. Je voulais regarder pour un tableau blanc à roulette, là, tu sais, pour pouvoir avoir derrière, mais c'est entre 400 et 600 $. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment l'investissement? Le lobby du tableau, là. Je peux travailler avec un partage d'écran. Tu sais, il y a moyen de faire autre chose. Mais voilà. Bon, donc, je suis encore un peu dans la finalisation de mes idées pour rendre des cours à distance le plus dynamique possible pour des étudiants qui n'ont pas fini leur secondaire de manière normale puis qui, malheureusement, vont commencer leur cégep en nous rencontrant, mais pas en personne. Voilà. C'est la réalité à laquelle on fait face présentement. Oui, mais il n'y a pas juste toi que ça stresse la rentrée scolaire. Moi aussi, je vais vivre une rentrée scolaire. Cette année, mon plus jeune commence l'école.
Maternelle en temps de pandémie. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, cette histoire-là. Et voilà, j'étais allée acheter un sac à dos, puis tout en fin de semaine, j'étais bien énervée. T'as pas l'air trop stressé, par exemple? T'es-tu dans un spa, là, Gabrielle? Là? Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis à Québec. On fait les tournages de comédie. Ben, Comédia, en fait les captations télé de traits d'humour puis des one-mini shows. Fait que moi, je suis à Québec pour 10 jours, loin de ma famille, dans ma chambre d'hôtel, parce que j'anime la portion web de tout ça. Donc là, vous me voyez avec ma petite robe de chambre d'hôtel, dans mon divan de cuir, avec une casquette parce que j'ai le soleil de Québec qui me plombe dans le visage. Tu vas pouvoir dormir, Gabrielle. Dormir tous les matins comme tu veux. Hey, je me suis levée à 10 heures en matin. C'était tellement merveilleux, là. C'était fantastique. Tu vis la vie de quelqu'un qui gère sur un empire criminel, dans le fond. T'es bien, t'as ta casquette, t'es dans un hôtel, t'es pas dans ta vraie maison, t'es sauvé dans un hôtel, tout est beau. Ouais, mes hosts s'en viennent tantôt. On est travailleuse du sexe maintenant, Gab. Oh, pardon, je suis désolée. Depuis qu'on s'est vu en mars, Evelyne, il s'est passé quelque chose d'important au niveau de l'histoire. Au fait, au niveau de raconter l'histoire aux gens. Ah oui? Oui, parce qu'au début du mois de juillet, sur Disney+, est sortie la comédie musicale qui a fait vibrer Broadway il y a 5 ans et qui est mon obsession depuis le mois de juillet, c'est Hamilton. Hamilton. Est-ce que tu l'as vu puis as-tu des opinions là-dessus? Non? Non! Okay. Je sais même pas c'est quoi Hamilton. J'ai pas Disney+. Je veux dire, j'ai pas d'enfants. Je veux dire, honnêtement, je suis pas une fan non plus de Star Wars à ce point-là. J'aimais les vieux et ça s'est arrêté là pour moi. Je m'excuse pour tous les grands fans de Star Wars. Je fais ma confession. J'ai de la misère à aimer les nouveaux. J'ai été vraiment prise dans l'ancienne version. Donc non, moi, je n'ai pas Disney+. Donc, je sais que Hamilton s'est rendu là, mais j'ai aucune idée du résultat. J'ai vu des posts sur Instagram où tu sembles très motivé, mais... Oui, absolument. Puis, je vais te dire qu'il y a une semaine gratuite que tu peux prendre si tu veux pour Disney+ pour voir Hamilton, parce que je veux... Puis là, c'est temps-ci, mon trip. Ouais, puis mon trip, c'est sur YouTube. Il y a un historien qui review genre les chansons d'Hamilton, comme ça, genre ligne par ligne, si c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'évidemment, tu sais, c'est une comédie musicale, fait qu'il faut un nombre d'acteurs limité sur scène, fait qu'ils peuvent pas, genre, amener un acteur. Fait que des fois, ils font faire des affaires historiques à quelqu'un qui n'était pas là parce qu'il était à l'affaire. C'est fun. Ouais, puis à un moment donné, il y en a qui connaissent plus ça, puis les auditeurs qui l'ont vu. Il y a une tune qui s'appelle The Room Where It Happens, que il y a une discussion entre des personnes dans une chambre close. Puis, en tant qu'historien, c'est tough aussi de comprendre des fois des choses qui n'ont pas eu de traces ou qui ont juste des discussions qu'ils ont eues. Puis, il trouve ça drôle que le personnage vivait la même chose que l'historien vit, c'est-à-dire qu'il veut... Il est pas sûr? Ouais, puis il comprend rien de comme qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais c'est quoi l'histoire d'Hamilton? Ça se passe quand? Ça se passe où? C'est quoi l'enjeu? J'ai aucune idée. C'est un des pères fondateurs des États-Unis. Fait que il s'est battu dans la Révolution française, de la Révolution américaine. Puis après, il a aidé à... C'est lui qui a négocié le fait que, mettons, le Capitole, il est à Washington et non à New York. Ouais. En échange à la Banque de New York, mettons, par exemple. OK. Mais c'est lui qui est sur 10 piastres. Ouais. Ben, il est supposé quitter pour Harriet Tubman. Donc, Ouais. c'est lui qui est supposé disparaître pour Harriet Tubman, qui est une des femmes qui a le plus lutté contre l'esclavage, ancienne esclave, qui avait vraiment, qui a une vie pas possible pour essayer d'avoir fait traverser des esclaves, d'ailleurs, du côté de l'Union. Donc, les États du Nord et de la côte Est, surtout, là. Mais Alexander Hamilton aussi, c'était le seul des pères fondateurs qui était à New York. Donc, c'est pour ça qu'Hamilton, c'est Broadway qui a lancé... Puis... La comédie musicale. Puis aussi, il venait... tu sais, anyways, regarde, c'est correct s'il quitte le 10 $, il y a une comédie musicale qui le fait vivre pour toujours maintenant. Fait qu'il peut, voilà. il peut disparaître. Il peut disparaître de l'argent. Là. Il y a une affaire qui... Ben là, encore, Broadway est inactif en ce moment, mais qui va faire de l'argent pour pratiquement toujours. Pas mal. Vous allez le voir pour la 2e fois à Ottawa en juin, mais là, ça va être en 2021. 2022? 2021 ou 2022, je ne me rappelle pas. Ça se peut que ce soit reporté en 2022. Anyway, je vais avoir mes souvenirs d'avoir vu pour la première fois. Il y en a qui imaginent les danseurs sur la scène avec les masques et les visières. Moi, ça va être genre super réaliste. Des gens qui sont d'époque. Si c'est des masques d'époque, moi, mon immersion ne sera pas brisée. Justement... Attends, je vais finir, Yannick. Ah ouais. Evelyne, à cause, le spoiler alert, mais ils le disent au début du musical, anyway, c'est pas grave. Hamilton, il meurt dans un duel. C'est un des derniers duels qu'il y a eu. Moi, je suis curieux de savoir,
c'est bizarre que ça ait existé des duels. Est-ce que tu as une historique des duels? Est-ce que tu peux me dire, genre, à quand ça a arrêté? Pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui t'est Ça arrivé? dépend où. Ouais. C'est sûr que les duels, t'en avais, bon, ça a été beaucoup dans l'idéal du gentleman britannique et de la noblesse française. C'est pour ça que ça a existé aussi, je dirais, aux États-Unis, un peu dans ce contexte-là. Mais l'idée du duel, c'est, dans le fond, pour généralement régler un différend d'honneur. Donc, si l'honneur a été bafoué de quelqu'un, il a le droit, selon un certain code, ça existait depuis, je dirais, ça existait au Moyen Âge, mais les duels sont devenus plus populaires quand il y a une élite bourgeoise qui a vraiment émergé. Donc, plus vers l'époque de la Renaissance, l'époque moderne, la noblesse et certains bourgeois, pour justement, quand ils sentent qu'ils ont été... l'honneur de leur fille a été bafoué ou des choses comme ça, vont provoquer quelqu'un en duel. Il y a toutes sortes de raisons, des dettes, etc., qui peuvent être invoquées. Et c'est ce qu'on appelle du droit coutumier. Le droit coutumier, c'est qu'il n'y a pas de règle écrite pour le duel, mais la coutume devient la règle. Alors, la coutume, c'est que ça prend témoin pour savoir qui a gagné et pour dire que c'était légal. Les deux personnes acceptaient d'être en duel et acceptaient qu'il allait probablement avoir une des deux personnes qui allait en mourir. Souvent, la personne allait faire son testament et régler ses choses avant d'aller en duel. Là. Mais c'est ça, moi, ma question. Est-ce que automatiquement un des deux mourait ou on pouvait juste, entre guillemets, blesser? C'est arrivé souvent qu'il y a eu des blessures. C'est sûr qu'on n'a pas tant d'archives que ça parce que c'était des ententes qui étaient souvent verbales. En fait, quand ça va commencer à entrer plus dans les archives, c'est quand on va essayer de rendre ça illégal. Donc, en France, c'est le cardinal de Richelieu qui va être celui qui va dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens de régler comme ça des différends parce qu'on était rendu, je dirais, au 17e siècle, dans la transition Louis XIII, Louis XIV, là, avec beaucoup de duels ou de nobles qui réglaient plusieurs types de différends, se disaient, ben s'il meurt, je vais être correct. Et donc, en tant que cardinal... En tant que cardinal plus ou moins pieux, c'est sûr qu'il commençait à considérer que là, on exagérait et c'est ce qui explique que c'était rendu illégal. Donc, si des gens étaient pris à faire un duel, généralement, ces personnes-là étaient arrêtées, donc ça entre dans les archives, je dirais. Donc, on a des traces. En Angleterre, la législation est un petit peu différente, puis ça a duré plus tard aussi. Il y a encore des exemples à l'époque victorienne de duels qui vont se faire. Le premier duel était à l'épée, rendu à l'époque victorienne. On va commencer à utiliser des armes à feu. Oh mon Dieu, c'était ça ton mime d'un pistolet? J'avais pas compris. J'ai essayé de non. Je sais pas trop, je sais pas pour faire. Ben, je peux faire ça. Peu importe, les gestes sont pas très beaux quand on fait ça. Amusez-vous avec ça. Mais voilà, donc dans les faits, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'à partir du 17e siècle, pas mal partout, c'était pas considéré comme étant quelque chose de très légal. Mais il y a des gens qui ont continué à le faire là, facilement jusqu'au milieu du 19e siècle. Et justement, comme c'était illégal, ben, souvent, il y avait des gens qui étaient arrêtés avant que le duel ait lieu s'il y a quelqu'un qui le Est-ce qu'il le faisait en cachette aussi, là, ça continuait, oui. Mais Voilà. Au Japon aussi, les samouraïs aussi, il y avait cette notion de, tu sais, t'as insulté. En tout cas, je suis en train de lire un livre en ce moment qui est... Pas dans la même optique. Ouais. Mais l'honneur est là, mais c'est pas tout à fait pareil comme code, ouais. Je parle du Japon de quelle époque? Non, c'est ça, j'ai oublié le nom du livre que j'étais en train de lire, fait que, regarde, je suis pas une bonne référence en ce moment. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'allais dire? Oui, parce que ultimement, les duels, ça a en guillemets pas arrêté, dans le sens que toutes les batailles de bar, c'est une forme de duel quand on y pense 2 secondes. Puis la mafia peut faire une forme de duel à sa façon aussi. Exactement ça. Mais tu sais, comme mettons, tu sais, quand on parle d'honneur, se battre pour rien, puis j'avais lu quelque part que justement les règles de pugilisme, c'est-à-dire de boxe, des fois, ont réussi à faire en sorte que les nobles ont été se battre avec leurs poings. Ils ont pris des épées ou des fusils, des affaires que la plèbe avait pas. Fait que ça rendait... on se voit pas comme... Nous, les nobles, on se voit pas comme les pauvres avec nos poings, on se voit... Puis tu sais, une bataille de poings, c'est pas illégal nécessairement en plus. Là. Fait que il peut avoir un décorum plus beau avec des fusils. Puis ça faisait en sorte que c'est ça que les nobles se sont appropriés ça. Puis
c'est une théorie que j'avais lue qui disait que c'est pourquoi ils ont particulièrement pris ça, eux autres, de leur bord. Ils se l'étaient approprié dans la peine de mort avant ça. Je veux dire, même dans les peines de mort depuis le Moyen Âge, la façon de mourir si tu es condamné à mort varie selon ton rang social. Donc déjà, ça existait, c'est le type d'arme qui était utilisé pour mettre quelqu'un à mort. Donc si tu étais, ça existait en Nouvelle-France, ça c'était la même chose ici, là. Mais je veux dire, si tu étais de la classe paysanne, c'est la pendaison. C'est ce que de plus bas de gamme, tu sais, tu t'étouffes puis tu te vides de tout ce que liquide corporel par la suite. Donc c'est ce qui est le plus humiliant, dans le fond, comme mort, comme condamnation à mort. Mais c'est sûr que si le jugement, par contre, vient du droit canon, le droit canon, c'est l'Église catholique, là, c'est le bûcher. Peu importe que vous soyez un noble ou autre, si c'est une condamnation contre Dieu, vous brûlez puis vous allez en enfer. Là, ça, c'est l'Église. Mais si on était, par contre, un noble, ben là, c'était la mort par l'épée parce que c'était au Moyen-Âge la classe chevaleresque. Puis plus on va avancer à l'époque moderne, donc mettons l'époque de Louis XIV, ben c'est sûr que c'est quand même la classe élite. Donc, ils vont mourir par l'épée. Et comme le bourreau manquait occasionnellement, même souvent son coup, c'est ce qui explique que Joseph Guillotin va finir par trouver un système un petit peu plus efficace pour que ça arrête d'être des exécutions qui, des fois, étaient un peu macabres, où le bourreau coupait, pognait dans une vertèbre, puis là, il était coincé avec l'épée. Et ça donnait des scènes où il fallait qu'il s'y reprenne à 2 ou 3 fois pour pouvoir couper la tête. Alors, d'où la guillotine, d'ailleurs. En plus, ça, c'est là que la public. chanson de Benny Hill a été inventée. Non, mais ça, c'est en plus, ça devant le public, mais là, c'est pour ça que le bourreau, il portait un masque, parce que, tu sais, s'il se trompe, là, il est comme, oh... Il était dans le trouble, mais en même temps, le bourreau, c'est que c'est quelqu'un qui vit en marge de la société, peu importe les pays ou les royaumes, ou même ici en Nouvelle-France. Il existe un ouvrage, il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus, mais il existe un ouvrage quand même assez vieux, mais encore juste sur le bourreau du Canada, qui est le bourreau de la Nouvelle-France. Ce sont généralement souvent des anciens prisonniers qui ont déjà des péchés à leur actif, qui de toute façon sont probablement condamnés à aller en enfer, qui vont être ceux qui vont exécuter les autres. Et ce sont des gens souvent dont l'identité, effectivement, ne doit pas être connue parce que si tu connais l'identité du bourreau, ben, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se venger. Le faire disparaître, exactement. Mm-hmm. Donc, généralement, souvent, même, il y en a qui ont eu des faux noms. Il y a eu plein de façons de dissimuler, de cacher l'identité réelle d'un bourreau. Mais dans les faits, on sait que les bourreaux étaient souvent des gens qui avaient commis des actes répréhensibles, mais qui n'avaient pas été condamnés à mort et qui, parce que justement, leur âme était déjà de toute façon foutue, faisaient la job sale. Je pensais pas que ça prenait... Il y a un bon roman qui existe ici de Michel Folco qui a écrit « Dieu et nous seuls pouvons », qui est justement l'histoire d'un... Mais là, évidemment, ça doit être, je veux pas dire romancé, là, mais qui est justement la vie d'un bourreau d'une petite bourgade en France. Fait que justement, tu apprends que ce gars-là devait être condamné aux galères à vie. Puis un moment donné, il avait besoin d'un bourreau. Puis ils ont comme fait « OK, ben tu viens tuer du monde pour toujours ou tu t'en vas aux galères pour toujours. » Puis il est comme Fait qu'il a décidé d'être bourreau, puis là, tu vois comment... aller manquer son coup et faire souffrir des victimes avec des épées dans les vertèbres. Eux, ils racontaient que ça se passait de génération en génération. Fait que, tu sais, ils habitaient à l'extérieur de la ville, puis il fallait qu'ils soient habillés d'une certaine couleur, puis ils avaient le droit de prendre de l'argent, là, des genres de taxes ou je sais pas trop. En tout cas, tu sais, fait qu'il y a plein de trucs, puis là, quand c'est ça, ton père est bourreau, il faut que tu deviennes bourreau, puis t'es comme, mais c'est pas ça ma vocation. Mais c'est un peu... pas en Nouvelle-France, par exemple. Non, tu vois, ça va France. dépendre. Oui, c'est ça. Ça va dépendre des royaumes, des législations, parce que dans les faits, tu sais, même si ton père a été bourreau, toi, ton âme est supposée être... comme enfant, est supposé être pur. Fait que il y a comme, je dirais, dans plusieurs communautés, il y aurait eu un malaise à peut-être y aller de manière héréditaire. Ouais, c'est pas une affaire de prérequis spirituel pour avoir ce job-là. Mais ça a arrêté, tu parles de Nouvelle-France, Evelyne, ça a arrêté quand ici, les exécutions? C'est quel moment qu'on a fait la dernière? Là, si on parle de la peine de mort, il me semble que c'est dans les années 70, si je ne me trompe pas. C'est pas si loin, hein? Non. Officiellement, là, je pense que légalement, il me semble que c'est dans les années 70 qu'on a vraiment... c'est fou. On a des auditeurs qui écoutent, qui est comme « je suis tanné », puis la peine de mort existait. Là. Comme Peut-être. Ben, existait, mais n'était plus utilisée. J'ai plus la date de la dernière exécution publique au Canada, mais il me semble qu'il n'y en a pas eu au 20e siècle. Mais je ne suis pas certaine. Tu vois, je ne le sais plus parce que j'ai des dates pour plein de pays dans le... Fait qu'à un moment donné,
C'est quelle la plus tard que toi? Avant hier, certains pays en Asie vont Ben avoir oui, c'est sûr. Ouais. Ben oui, mais regarde, juste aux États-Unis, tu sais, d'un État à l'autre, bon, ça, c'est un long débat, là, je veux dire, la peine de mort, mais il me semble, en tout cas, du point de vue législatif, là, il me semble que dans les années 70, ça, c'était vraiment clair que ça n'existait plus au Canada. Là. Mais ça avait arrêté bien avant, là. Mais j'ai pas les dates. On a demandé des sujets aux auditeurs, vu que tu allais passer à Trois-Bières. Alors, on a une couple qui sont toutes vraiment le fun. On a JB Pélé qui a une question tout de même large, mais quel personnage historique est, selon toi, est le plus mal représenté, le plus mal présenté dans la fiction, que ce soit au cinéma ou autre? Là? Y en a-tu un ou une ou même un événement qui est souvent servi à une certaine sauce que toi, t'es comme, là, que toi puis les historiens at large sont comme, non, c'était pas ça, ou que ça crée une image publique de ça? Je sais que tu as déjà parlé d'Astérix avant, là. Ouais, mais là, Astérix, on reste quand même, c'est affirmer qu'on veut pas nécessairement être si près de la réalité que ça. Ben là, oui, c'est très large. Alexandre le Grand à l'écran, ça a été à peu près toujours une catastrophe, là. La vision du personnage variant d'un réalisateur à l'autre, c'est pas vraiment près de ce que les historiens aiment. D'ailleurs, je veux dire, rares sont les épisodes ou les séries ou le film où Alexandre le Grand est représenté à l'écran qui va susciter, je dirais, un engouement chez les historiens parce qu'on choisit toujours le côté où on dit non, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'est le côté qui est comme un petit peu plus homosexuel affiché alors que les gens ne comprennent pas l'homosexualité du tout. Et c'est l'amitié entre hommes versus homosexualité dans le monde grec, là, il y a beaucoup, beaucoup de confusion par rapport à ça. Fait que souvent, ça, c'est très, très, très mal représenté à l'écran en général. Mais je dirais que aussi, quand les Occidentaux essaient de faire justement des films en lien avec l'histoire de l'Asie, que ce soit même justement l'époque des samouraïs, si c'est occidental et donc si ce n'est pas produit en Asie, il y a beaucoup de visions, de façons de faire que je dirais, on voit que c'est une vision occidentale des choses, mais certainement pas comment eux l'auraient porté à l'écran parce qu'on réalise que le côté souvent philosophique ou même, je vais dire, religieux, philosophique de certains codes sociaux, certaines pratiques sociales ne sont pas compris du tout par les Occidentaux. Donc ça, je te dirais, c'est même au sens très, très large. Là. Puis c'est sûr que Jules César, on en a comme fait l'espèce de gros héros. Fait qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, c'est comme, c'est Jules. Et on montre un côté très précis de Jules César, alors que tu vois, lui, on se doute très, très bien. En fait, c'est quand même assez clair qu'il y a eu beaucoup d'aventures homosexuelles. Et ça, c'est drôle, là, quand Jules César est représenté à l'écran, jamais tu vas voir ça passer. Parce qu'on veut pas que les gens commencent à moins aimer Jules comme super-héros de l'histoire ancienne et de penser que cet homme-là, pour des alliances politiques, était capable, donc, disons, de changer d'allégeance sexuelle assez C'était le facilement. premier gay for pay, on va dire ça. Disons que c'est ça. C'est Suétone, d'ailleurs, qui avait dit que je sais pas, je le dis comme il faut, mais l'amant de toutes les femmes et la putain de tous les hommes. Ouh. Je sais pas si c'est une insulte ou si c'est romantique. Genre, je sais pas. C'est comme pas clair. Dépendamment Ça dépend le ton sur lequel c'est dit. Il utilisait donc beaucoup ses relations à des fins politiques. Sa relation avec Cléopâtre, c'est ça aussi. Cléopâtre va avoir une aventure, une vie amoureuse plus avec Marc-Antoine. Avec Jules César, c'est un partenariat politique bien davantage. Puis ça aussi, des fois, à l'écran, parce qu'on veut que les gens fassent comme « Ah! » Ben là, on va jouer sur la carte de la pauvre Cléopâtre qui tombe amoureuse de Jules César alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Donc, ça fait partie. Je dirais, plus on est loin dans le temps et plus on est loin de l'Occident, quand ce sont des Occidentaux qui vont réaliser des films ou des séries de télé, plus on s'éloigne, que ce soit dans la représentation des personnages ou des épisodes historiques, plus on s'éloigne de la réalité. Je dirais que c'est à peu près ça, si on y va large, là, le constat qu'on peut faire. Là. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours gossé dans les gros, justement, là, blockbusters américains et tout, c'est quand c'est USA versus la Russie. Oui. C'est, les Russes, là, ils n'ont jamais d'expression, sont tout le temps juste comme « c'est l'heure de tuer ». Puis, comme rien d'autre, c'est tout, tu sais, pour la patrie. Comme si tous les Russes étaient super brainwashés, puis qu'il y avait une seule émotion en Russie, puis tout le monde était sur le même pied, puis tout le monde était sur le même... Moi, c'est
dans l'imaginaire américain, la Russie communiste est comme... C'est vraiment une seule note, je trouve. Gabriel, je pense que tu as été radicalisé par The Americans. Je pense que c'est ça qui se passe. T'es de leur bord maintenant que tu as vécu 5 saisons avec ces gens-là. Mais c'était tellement bon, cette série-là. Je comprends pas pas qu'elle soit vu encore. partout. Ah, c'est tellement bon. Mon Dieu que c'est bon. Puis là, écoute, moi, j'étais allée creuser là-dedans, évidemment. Fait que tous les espions russes aux États-Unis, puis tout le kit. Puis même les Américains qui sont déménagés aux États-Unis, puis qui ont été... les Américains qui sont déménagés en Russie, puis qui ont juste été abandonnés là-bas, puis se ramasser dans un goulag, puis tout le kit. C'est épouvantable. Mais allez lire ça, c'est fascinant. Mais il y a la série, si je peux dire, même si c'est sûr que c'est pas la même époque, la série avec Helen Mirren, c'est une mini-série qui a été faite pour HBO sur Catherine de Russie. C'est son changement d'allégeance amoureuse. Mais là, si tu veux voir quand même une série où on a montré une Russie moins rigide et beaucoup plus, en fait, débridée, et ça, c'est quand même assez intéressant. Puis je dirais que The Great, sur Amazon Prime, avec Ellie Fanning, qui, je le dis, parfois, c'est vrai. Donc, c'est vraiment pas... C'est vraiment, ils ont triché complètement l'histoire de Catherine de Russie. Mais si vous voulez justement avoir une histoire de Russie débridée qui a plu en Russie, justement parce qu'on a décidé de faire quelque chose de funky puis qui n'était pas du tout dans le ton, ça aussi, je dirais que ça peut changer un petit peu certaines choses. C'est un peu comique, mais c'est sûr qu'on reproche de ne pas avoir d'acteurs russes dans cette série. Ça, c'est le problème. Mais je dirais qu'il y a des séries comme ça là, qui, quand même, viennent enfin casser cette espèce de... rigidité soviétique. Oui, mais parce que je comprends à un certain niveau, c'est tellement un archétype juteux pour de l'action-aventure, mettons, que je comprends qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de résister à ça. Puis là, tu as Kate Blanchett dans Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull qui joue ça avec un accent gros comme la maison. C'est merveilleux. Mais j'imagine aussi que pour mettre des méchants, c'est plus simple d'avoir juste des gens que tu peux... Fait que s'il n'y a pas d'émotion, ils sont froids. Fait que si tu tues des gens froids, c'est juste ça, là. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a perdu Evelyne? On dirait qu'Evelyne a gelé. Ouais, Evelyne a joke a trop mais marché moi, fort. c'est vous autres qui est gelé! OK, on va pas continuer. OK, là, non, là, t'es de retour. Mais je pensais que ma blague était juste trop forte. Qui était comme ça, genre. Ouais. D'ailleurs, justement, gonner d'autres humains et d'autres nationalités, c'est devenu tough début 2010. Puis c'est pour ça, selon ce que j'ai entendu, qu'il y a eu une resurgence de zombies. Tu sais, il y a 10 ans, c'est la mode des zombies dans tout. Parce que tirer des zombies dans la tête, ça fait mal à personne. Parce que si tu fais de la fiction géopolitique, puis là, tu tires dans la tête, les États-Unis ne peuvent jamais être méchants. Ça, ils ne peuvent jamais être méchants. Puis, fait que si tu veux créer une histoire qui critique le propre système, il faut que tu trouves d'autres personnes à sa place. Fait que tirer des zombies, ça marchait plus à certains égards. Même en Inde, présentement, il y a des débats parce qu'il y a des gros films historiques indiens qui coûtent une fortune, mais c'est sûr que si c'est fait par Bollywood, automatiquement, c'est les méchants musulmans et les bons hindous. Puis ça, en Inde, c'est en train de créer des débats très violents parce que le cinéma, ça rapporte énormément à l'Inde. C'est très, très... c'est peut-être à peu près tout ce que les Indiens, des fois, peuvent s'offrir comme divertissement en famille et tout ça. D'où pourquoi les films sont si longs, puis qu'il y a de la danse, puis il y a des choses pour tout le monde dans un film indien, peu importe. Mais ça, c'est en train de provoquer des débats nationaux vraiment quand même assez importants. Le fait que les films de Bollywood en particulier vont représenter toujours le méchant musulman qui essaie d'opprimer les pauvres hindous. Ça va jusqu'au point où le président actuel voulait dire que le Taj Mahal était un monument hindou. Là. Je veux dire, ça a provoqué des méchants remous parce que c'est pas le cas du tout. Là. Alors, c'est un peu partout dans le monde, on va avoir ce genre de, comme Pierre-Luc disait, de tension, même nervosité géopolitique, là, ça dépasse largement les frontières occidentales. Ben oui, il y a comme genre 15-20 ans, il y avait un jeu vidéo qui voulait faire que le FLQ était rendu plus gros qu'il a été. Fait qu'à un moment donné, ils envahissent le métro de Toronto, je pense, que c'était une des maps. Ouais. David Monde qui s'est choqué. Puis c'est comme, c'est une fiction, là, genre, les amis, on s'en crée, c'est une fiction, là. Rendu là, c'est comme... m'a dit, j'aurais aimé ça voir la version caricaturée d'un jeu vidéo du FLQ. Ouais, est-ce qu'il vraiment puissant. Marie des tabarnak! J'ai été shoté dans le chest! Genre des choses de même, genre, ouais. Des ceintures. Là, quand il meurt, il disparaît puis il laisse une ceinture fléchée derrière. Ouais, exactement. Puis je suis pas mal certaine que les sacs seraient pas utilisés au bon endroit ni de la bonne façon. Ouais. Oh non, ça serait C'est la sauce à poutine qui revole, c'est magnifique.
Comme autre sujet, parce qu'on a parlé un peu d'espionnage, il y a Jason Ruel qui te demande de savoir, Evelyne, qu'est-ce que tu sais au sujet du réseau espionnage du Culper Ring, qui était durant La Révolution? Oui, l'espionnage durant la Révolution américaine. Et Ouais. justement, on ne pense pas nécessairement à l'espionnage dans ce temps-là. Que sais-tu du Culper Ring? Le Culper Ring, là, au niveau des dates, je ne serais pas si bonne que ça, mais il me semble qu'on est au tout début des mouvements révolutionnaires. Je sais que c'est un réseau qui avait été cautionné par George Washington, qui servait à espionner les militaires britanniques sur le territoire qui allait devenir les États-Unis, mais on est en pleine guerre d'indépendance, donc ce n'est pas encore le cas, mais qui était supposé infiltrer l'armée britannique puis faire des rapports, justement, souvent avec des lettres codées, envoyer des messages à Washington et aux autres généraux de où est-ce qu'était l'armée, qu'est-ce qu'ils étaient en train de décider et pourquoi ça s'appelait Culper Ring. Ça, moi, je le sais, c'est que c'était le nom des gens qui faisaient partie de ce réseau-là. Donc, leur surnom, ils avaient tous un nom de famille qui s'appelait, il me semble, Culper. Et donc, ça faisait en sorte que, on ne peut pas connaître leur vraie identité, mais mettons qu'ils s'appelait, je ne sais pas, là, j'invente n'importe quoi, John Culper, George Culper, là, on savait que, mettons, John Culper s'appelait peut-être, je ne sais pas, moi, Jonathan Adams ou quelque chose comme ça. On le savait par le prénom avec Culper de quel espion envoyait le rapport. Mais donc, c'était un peu comme un service de messagerie qui aidait les troupes révolutionnaires à embusquer les troupes britanniques. Si je ne me trompe pas, parce que c'est sûr que là, je n'ai pas fait de thèse de doctorat là-dessus, mais c'est à une époque où Washington et même, je dirais, Jefferson à l'époque et tout ça, vont essayer de même envoyer des fausses nouvelles dans les journaux pour que l'Europe appuie la Révolution américaine financièrement. Plus il pouvait avoir de données qui faisaient mal paraître l'armée de l'Europe. Il y avait un peu de ça aussi. On a même parti des fausses nouvelles en direct de la France en faisant un faux journal de Boston, disant que Georges III recevait des sacs de tête des Iroquois. Puis c'était son trophée pour montrer que les révolutionnaires étaient assassinés par centaines. On jouait beaucoup là-dessus. Donc, le Culper Ring entre dans cette espèce de volonté de avoir aussi des secrets sombres sur certains militaires de l'armée britannique qu'on aurait pu vendre à l'Europe pour montrer qu'ils n'étaient pas blancs comme neige puis que cette guerre-là n'était pas justifiée puis on allait avoir des fonds finalement de pays ennemis à l'Angleterre. Moi, j'aime ça, Evelyne, parce qu'à chaque fois, t'es comme « Ah, je connais pas grand-chose là-dessus. » Je connais pas les noms. Je sais qu'il y a des noms précis d'hommes là, qui ont été connus. Tu sais, les maniaques, tu sais, ceux qui étudient ça vont dire il y avait tel gars qui s'appelait John Culper ou je le sais. Moi, j'ai aucune idée de ça. Je veux dire, je connais le réseau parce que ça a été quand même un outil pour George Washington, mais ça s'arrête à peu près là. Dans Hamilton, j'ai l'air de connaître ça, mais non. George III est mon personnage préféré. Et aussi, dedans, il y a Hercules Mulligan, qui était un des espions, qui, lui, était un genre de couturier qui allait prendre les mesures il arrivait là-bas, il attendait toutes les discussions entre les généraux lorsqu'il prenait les mesures pour les... mesurer les pantalons ainsi que les plans. Oui. Tel racontait la rime. Oui. C'est ça aussi, on a un Claudio Canfora qui dit premièrement bonjour Evelyne. Ah, Claudio! Bonjour! Ouais. Tout d'abord, c'est probablement le joueur Assassin's Creed le plus étoile, je pense, de tous les Assassin's Creed. Oui! Ben justement, il demandait, sa question là-dessus se demandait si tu as participé au développement d'Assassin's Creed Valhalla, mais j'imagine que si c'était le cas, tu aurais probablement signé quelque chose qui t'empêcherait de le dire, n'est-ce pas? D'une part, oui, mais je peux dire que non, parce que, à moins d'avis contraire, comme on change d'époque toujours, que c'est pas toujours les mêmes studios qui font les jeux, on n'a pas les mêmes historiens sur les jeux. De toute façon, moi, les Vikings, oui, j'en parle dans les médias, je l'enseigne, mais c'est pas ma spécialité. Fait que c'est sûr que je peux pas être conseillère scientifique pour quelque chose comme ça. Même chose pour Odyssey, il y avait leur spécialiste de la Grèce antique qui travaillait pour le studio de Québec, elle était sur le jeu même, elle travaillait pour la boîte, en fait. Fait que c'est sûr que dans des contextes comme ça, non, ils nous appellent pas. C'est pas les mêmes équipes non plus. Chaque équipe est différente sur le travail des jeux. Donc, non, je ne suis pas là-dessus. Et c'est correct, parce que sans vouloir dire quoi que ce soit de méchant sur Ubisoft, c'est sûr qu'après Odyssey, qui était celui sur la Grèce antique, qui a quand même été assez annoncé que là, la tangente est très près de la réalité historique, était moins
dans leur plan de match, puis ils voulaient davantage, justement, plus s'amuser avec l'histoire pour créer des situations intéressantes. Mais donc, je dirais que coller la réalité historique n'est plus nécessairement le mandat de la franchise Assassin's Creed. Donc, à voir d'ailleurs pour celui sur les Vikings, le Valhalla, qu'est-ce que ça va te donner comme résultat dans cette optique-là. Excellent. Michael Tremblay nous demande une question qui est plus linguistique là-dedans. Je ne sais pas si ça, c'est plus dans tes champs. C'est d'où vient notre accent et d'où vient l'accent français? Comment que ces accents-là, ils se parlent ou sont liés? C'est sûr qu'il y a des historiens spécialistes, ou plutôt des linguistes spécialistes de l'histoire de la langue qui vont aller beaucoup plus loin que moi là-dedans, là, vraiment. Mais pour faire une histoire courte, puis là, les historiens de la langue vont comme faire, ben là, c'est pas tout à fait ça. Je le sais, là, je vais juste répondre bien large. Là. Je suis pas dans ma zone, mais il faut comprendre... Evelyne, juste te rassurer, là, dans nos auditeurs ou auditrices, on n'a pas tant d'experts de la langue, sinon ils auraient tout démissionné à m'écouter parler. C'est ça, mon ouais, mais... pas que les 3 bières, c'est pas vrai, le gars qui parle. Je crois que vous devez savoir que des fois, je me fais contacter par des documentaristes ou des gens comme ça qui m'ont découvert parce qu'en tapant mon nom sur Google, une des premières choses qu'ils trouvent, ce sont des interventions dans 3 bières. Puis là, je suis tout le temps là, oh mon Dieu, mais j'ai pas de notes, j'ai rien, je fais ça à frette. Je répète, je fais ça à frette. J'ai rien, là, je veux dire, vous le voyez bien, j'ai pas de papier, tu sais, je veux dire, j'ai aucune préparation. Une mémoire phénoménale. Oui, mais je faisais beaucoup de niaiseries pour ça aussi, tu sais, je veux dire, je sais que c'est bonne franquette, 3 bières, mais c'est ça, fait que des fois, ça me rend un peu comme nerveuse, parce que je me dis, oh mon Dieu, eux autres veulent faire un documentaire sur un sujet, puis là, ils m'ont vu passer à 3 bières, puis les deux pensaient que je t'ai invitée parce que je suis comme une spécialiste du comparing. Certainement pas une spécialiste de la langue, mais si on fait une histoire très courte de ça, et après ça, faites vos recherches. Faut comprendre qu'avant le règne de Louis XIV, ce que nous, on appelle un peu le joual au Québec, notre façon de parler souvent, moi, toi, cet accent-là, c'était une partie du français parlant en France. Faut comprendre que ce soit dans un royaume comme la France, pensez aux accents en Angleterre, puis les slangs en Angleterre, ça varie beaucoup d'une région à l'autre aussi. C'est énorme. Et même au Québec, bon, allez en Gaspésie, allez au Saguenay, vous allez tout de suite voir que même au Québec, on a des accents très différents. C'est sûr que quand on arrive à peu près à l'époque moderne, donc on est à peu près dans les années 1600, il y a une volonté des grands royaumes européens qui sont des empires maintenant coloniaux, donc qui font la colonisation en Amérique, dans les Antilles, un peu partout, d'avoir des grammaires. Ça avait commencé à la Renaissance, mais d'essayer de standardiser un peu la langue parce que justement, il y a trop de dialectes, il y a trop de variantes et les Français eux-mêmes entre eux ne se comprennent pas toujours d'une région à l'autre. C'est encore le cas. Si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, ben écoutez ce film-là, puis vous allez comme vous dire, hey, il me semble que je les comprends, moi. On sent un fond québécois un peu chez les Ch'tis qui sont moqués par les Français par cet accent qui semble être du vieux français. Alors, sous Louis XIV, il y a eu une volonté de davantage standardiser, je dirais, la langue. Et c'est là qu'on va avoir un français qu'on va appeler le fameux français standard qui va se développer. Mais attention, ça part de la noblesse, puis avant que ça se répande au pays, ça va être très, très long. Et donc, les colons qui ont quitté à ce moment-là, qui sont venus au Québec, n'ont pas subi ce changement en France de la langue, des expressions, etc. Et donc, eux nous ont, au fil des générations, plus transmis ce qu'on pourrait appeler le vieux français. Et c'est ce qui fait que les Français nous trouvent un petit peu, je dirais, vintage. Une façon très polie Très polie, ouais. Bon, ils trouvent notre accent mignon, mais ils ont déjà parlé comme ça à une certaine époque, peut-être pas avec notre accent à nous, parce qu'on a un accent comme... on met pas nos accents sur les mots aux mêmes endroits du tout. Il y a un peu de ça. Mais là, les historiens de la langue vont vous détailler exactement, je veux dire, est-ce que c'est le français de Paris, etc., là, qui est devenu la norme? Puis c'est sûr qu'ici, on va subir l'influence britannique quand même assez vite. Fait que c'est ce qui fait qu'on a francisé des mots anglais. Qui font en sorte qu'on a des mots, des fois, là, qui ne sont pas connus en France. Bon, il y a tout ça là, qui va changer un petit peu notre langue au fil du temps. Voilà. En même temps, les Français, ils emploient tellement des mots anglophones, là, genre shopping, week-end, pressing. Tu sais, comme, ils ont plein d'anglicismes. Mais ils n'ont jamais eu la menace d'être complètement anglicisés. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent
Ils ont toujours pu se le permettre, tandis que nous, à force de le faire, on aurait pu avoir cette tendance, parce que c'était la volonté quand même d'Angleterre pendant longtemps de nous britanniser. Ben, le danger était beaucoup plus présent, donc c'est ce qui explique qu'il y a une forme de résistance peut-être un peu à ça. Mais tu sais, il y a plein de mots. Là. Je veux dire, un Français qui entend le mot bécosse, là, il va comme faire « Pardon? Une quoi? » Une bécosse. Mais la bécosse, c'est backhouse. C'est la petite maison en arrière pour aller faire vos besoins. Puis on n'était pas capable de prononcer ça en anglais, fait que ça a donné bécosse. Backhouse, bécosse. Le bonhomme setter, c'est le bone settler. On n'était pas capable. Tu sais, c'est tout ça. Là, tu sais, Puis, je veux dire, encore là, les historiens de la langue vont dire on n'est pas sûr est-ce que c'est exactement ça, parce qu'il y a des débats linguistiques quand même aussi sur certains mots. Amphiroapé, c'est peut-être celui qui donne le plus de débats présentement en linguistique, du moins que moi, je vois pas assez. Là, parce qu'on dit souvent... Ben, amphiroapé, tu sais, bon, on dit, c'est se faire fourrer, là, je vais le dire bien bon. Mais c'est sûr qu'on a toujours eu tendance à dire que ça venait de la francisation de in, fur, wrapped. Mais on n'était pas capable de prononcer ça. Parce que quand les coureurs des bois faisaient des échanges avec les Autochtones, des fois, les Autochtones étaient capables, eux aussi, d'avoir leur propre ruse. Et ils enroulaient des pierres dans des fourrures, mettaient ça dans les fonds des sacs. Donc, ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de fourrures, quand dans les faits, il y avait une roche. Et donc, il venait de se faire in fur wrapped. Donc, on a cette idée que ce serait l'origine du mot amphiroapé, mais il y a beaucoup de débats qui vont amener d'autres sources à ce mot-là. Donc, je sais, honnêtement, vu que je ne suis pas spécialiste en linguistique, en fait, je ne sais pas exactement l'origine d'amphiroapé. C'en est une qu'on a véhiculée longtemps, qui a du sens, mais qui ne semble pas linguistiquement si logique que ça. Moi qui pensais que c'était juste des gens qui adoraient le Whopper de Burger King. Peut-être que c'est l'explication. Mais c'est le royaume, Yannick, c'est le royaume du burger, le roi burger, en fait. Mais c'est lui qui a voulu coloniser les places. J'ai tout de même un souvenir de jeunesse que ce terme-là était utilisé dans une de leurs campagnes, genre dans une de leurs pubs. J'imagine que c'est comme ça que j'ai lié ces deux affaires-là, parce que, encore là, je ne sais pas pourquoi j'aurais lié ce roi-là, cette royauté-là à ce noble. En même temps, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes présentement qui sont comme, j'ai jamais entendu ça amphiroapé, parce que c'est plus un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui était plus utilisé par, je dirais, des générations un petit peu plus vieilles que nous aussi. Mais qui fassent comme moi, les qui écoutent Entre Chien et Loup. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, t'écoutais Le temps d'une paix, t'écoutais Entre Chien et Loup, t'entendais des vieux mots qu'on n'utilisait plus de temps, mais parce que tu les entendais à la télé ou que tes grands-parents les utilisaient, ça restait. Mais là, ces générations-là disparaissent, meurent, et ça part avec eux. Donc, la langue, elle est vivante. Les linguistes ont beaucoup se battre aussi là-dessus, sur le fait que, arrêtez de dire que les Québécois parlent juste le vieux français. La langue, elle a tellement évolué au Québec qu'on a notre propre langue. Mais c'est sûr que des expressions souvent comme les mouais, toi, Louis XIV, il disait pas « c'est moi le roi ». Avant qu'on en standardise. Il disait davantage, c'est moi le roi. Mais ça, on ne le mettra pas dans les films parce que ça paraîtrait pas très bien. Eh boy, hein? Écoute, Voilà. un sujet de Gabriel Crevier qui demande, justement, tu viens de parler de ça un peu pour les langagiers, les historiens du langage, mais tu peux-tu donner des exemples de sujets ou d'événements historiques où entre historiens, c'est une affaire que vous débattez entre vous. Là, que c'est comme entre historiens, là, c'est des sujets où que dans ta profession, vous vous ostinez ensemble. Là. Ben, que je vois passer tout le temps, c'est sûr que tout ce qui a un lien avec la guerre froide, c'est épouvantable. Là. Je veux dire, il y a vraiment tellement d'historiens qui publient des livres qui vont dans des angles complètement différents et qui n'analysent pas des événements de la même façon. Entre autres, le rôle de J. Edgar, qui était le chef du FBI. Il y a beaucoup d'historiens qui l'ont un peu héroïsé, d'autres qui l'ont complètement démonisé, pas de juste Quel milieu. monsieur étrange pareil. Hein? Ce monsieur-là, c'est tellement bizarre que ce gars-là, il a l'idée, le FBI... Un gars qui habite chez sa mère, vraiment, juste ça, c'est vraiment bizarre. Juste ça, là, comme on dirait pas... Homophobe, raciste aussi, puis je veux dire, le communisme, pour lui, ben, je veux dire, c'était la Troisième Guerre mondiale incarnée, là. Mais c'est pour ça que le film, d'ailleurs, avec Leonardo DiCaprio, avait suscité beaucoup de débats. Ça dépendait de la vision qu'on avait du personnage aussi. Fait que c'est sûr que toute l'époque de la guerre froide, en général, là, même la guerre du Vietnam, là, c'est des gros débats historiques, parce que ça dépend, encore une fois, c'est pas tant juste les méchants Américains ou les bons Viet Cong ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que chaque historien semble un peu teinté quand même de sa vision politique, de sa vision des choses, de la politique, de ce qui est juste en politique. Et ça vient créer des débats qui sont quand même très, très costauds. Je dirais aussi que la Révolution française, on a des livres où il y a des historiens qui se détestent. Là, puis dans leurs livres, ils se bitchent.
parce qu'il dit « Ouais, ben là, tel historien va dire ça sur Robespierre, il est complètement à côté de la plaque. » Puis là, l'autre, il va écrire un livre après, puis il va se répondre. Ils sont nombreux à s'envoyer beaucoup la balle, mais ils ont chacun une vision très précise de ça. D'ailleurs, on parlait d'Assassin's Creed. Celui qui avait été fait, d'ailleurs, sur la Révolution française avait amené pas mal de débats pour cette raison-là, parce qu'en France, ce ne sont pas tous les historiens ou même les Français qui ont la même vision de la Révolution puis de ce qu'elle a apporté, de ses legs, de ses héritages, etc. Fait que ça, c'est dans les gros morceaux. Mais des fois, il y a des archives qui viennent changer les débats. On parlait de J. Edgar, de la guerre froide, donc FBI. Il y a quand même des lettres, des archives qui sont sorties récemment parce que là, on déclassifie au fil du temps aussi des archives. C'est et qui disait je suis espionné, on n'arrête pas de me suivre, on n'arrête pas de m'espionner parce que j'habite à la... Ce qui a été démontré, c'est qu'effectivement, J. Edgar le suivait, l'a fait espionner. Alors, Hemingway n'était pas fou. Hemingway s'est pas suicidé parce qu'il avait viré complètement sur le capot, c'est un peu, mais il était convaincu qu'il était écouté, sous écoute, le monde pensait qu'il était fou, et dans les faits, il avait raison. Alors, des fois, il y a des archives comme ça déclassifiées qui viennent... Voilà. D'ailleurs, le podcast Hemingway sous écoute, ça m'intéresserait. C'est Mike, je l'aime beaucoup, mais Hemingway sous écoute, ça doit être bizarre d'entendre un gars prendre des mojitos à Cuba, puis je sais pas, délirer un peu, là, il semble... Avec ses chats à 6 griffes! Mais je te dirais, Evelyne, honnêtement, là, le monde les historiens qui se spécialisent dans les affaires qui sont vraiment trop proches historiquement, là, tu les trouves pas un peu bébés, là. C'est comme, aller dans le passé, ça, c'est plus tough. C'est comme ils sont pas assez coriaces pour oser s'aventurer dans le passé ou qu'il faut aller chercher plus loin et plus fort. C'est sûr que moi, j'ai choisi l'Antiquité pour ça, même si j'ai moins de sources. C'est sûr qu'un historien de la Deuxième Guerre mondiale a des images filmées, des journaux d'époque, a tellement de choses. Moi, j'ai rien de ça. Dans l'histoire ancienne, écoute, si le jour j'avais des archives filmées d'Alexandre le Grand, je serais comme « j'ai enfin une idée de quoi il a l'air, puis c'est quoi sa voix, là. » J'appelle pas ça de la paresse, mais c'est sûr que quand tu fais de l'histoire trop près de nous et de ce qui se passe, c'est sûr que là, la frontière avec l'analyse politique ou la science politique est jamais bien loin. Parce que la politique est dans l'actualité, l'histoire est dans le passé. Ou la sociologie n'est pas très, très loin. Et donc, c'est sûr que l'historien, de toute façon, pour construire le passé, travaille avec d'autres types de disciplines. Moi, travaillant dans le désert, je veux dire, étonnamment, j'ai des connaissances en hydrogéologie du Sahara, là, tu sais. Parce qu'il fallait que je comprenne comment les Romains allaient percer la nappe phréatique, les roches magasins, les perces pour faire sortir l'eau de l'ancienne mer du Sahara pour irriguer des champs. Tu sais, je veux dire, si je travaille sur la gestion de l'eau, j'ai pas le choix de comprendre comment on va aller la chercher. Et donc, plus tu te rapproches du présent, ben là, tes compétences relèvent davantage de la géopolitique, de la science politique et des fois de la sociologie, parce que là, tu fais de l'analyse de ce qui se passe dans le ici, maintenant. Oui, tu peux aller trouver des explications dans le passé, mais demain matin, ou dans 2 jours, il peut encore se passer quelque chose qui va faire en sorte que ton analyse est plus bonne. J'ai participé à une capsule RAD sur, justement, dans l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé après des crises. Mais je veux dire, même nous, on se disait, pendant la COVID, tout le monde parlait de ça, puis là, arrive George Floyd. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir ça, là. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir que les gens qui ont eu si peur de la pandémie sortent par milliers dans les rues, collés les uns sur d'un coup, c'est comme si la pandémie n'existait plus, là. Est-ce qu'on aurait pu prévoir que même s'il y avait eu de la résistance au masque après pendant la grippe espagnole, en 2020, malgré toute l'information qu'on a scientifique, on se retrouve dans une situation où il y a des manifestations quand même assez costaudes anti-masques, ou que Lucie Laurier commence à vous parler du fait que les nuages nous jettent des virus, puis que, je veux dire, le 5G, en tout cas, je ne veux même pas entrer là-dedans, mais ça aurait été très difficile pour les historiens de réaliser à quel point, malgré l'accès à l'information, malgré l'accès à la science tel qu'on l'a présentement, ce qui est du jamais vu dans notre histoire, dans une histoire de pandémie, de réaliser à quel point c'est quand même très facile de préférer la théorie du complot. C'est difficile d'être dans le très présent pour un historien, je trouve. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pour ces raisons-là. J'imagine que dans l'histoire, il y a déjà eu des vrais complots. Là. Il y a eu des gens qui ont voulu renverser les gouvernements, tout ça. Puis,
Comment est-ce que tu finis par prouver que ce complot-là, ça qui a existé, c'est des lettres qui sont restées, j'imagine, de ces gens-là qui ont discuté entre eux autres, comme si tu trouves que Guy Fawkes, puis qui voulait mettre le feu carrément le truc des poudres à Londres. Ça, tu trouves des documents qui montrent ça, tandis que avec Internet, peut-être qu'à l'époque, il faut aussi falsifier des choses. J'imagine aussi, comme tantôt tu as dit, que là, tu fais créer un journal de Boston, fait que tu peux créer des fake news toi-même. Qu'est-ce qui fait que ça prend une distance avec le temps vraiment longue pour voir si c'était un vrai complot ou si c'était placé, si c'était planté ou si c'était dans la langage populaire, ça virait bizarre? Oui, parce que dans le fond, la distance fait en sorte qu'à un moment donné, comme c'est plus d'actualité, les gens ont moins... Si ça n'a plus d'impact sur leur quotidien, ils vont accepter de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont révélé des secrets ou des vols, même de reliques ou de choses comme ça, ou d'antiquités. Quand ils meurent à 100 ans, ils les lèguent et ils disent « Bon, là, vous pouvez dire d'où ça vient, moi, je vais être mort. » Ça ne sera plus un problème. La distance fait ça. Ça fait que les gens, des fois, même vont se dévier la langue plus facilement parce que c'est passé, donc ça n'a plus d'impact sur le présent. Donc, il n'y a personne qui va me traîner en justice. Bon, là, j'exclus tout ce qui a un lien avec les SS et, ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Holocauste, on a encore des gens qui passent en procès pour amener une forme de justice. Mais je veux dire, bon, si à 98 ans, tu es condamné à la prison à vie, tu sais, bon. Et ces gens-là, d'ailleurs, les derniers qui ont été interrogés ont été très, très honnêtes, d'ailleurs, sur ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, la distance nous sert beaucoup là-dessus. Puis comme elle nous aide aussi des fois à faire des fouilles archéologiques qui vont venir justement donner des preuves concrètes qu'on ne peut pas faire dans le présent. Je parle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Là, vu qu'il y a une centaine d'années, même pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a une distance. Les familles ne vivent plus la perte des êtres chers de manière aussi émotive. Bien là, on commence enfin des fouilles de certains sites, même en ce qui concerne justement les charniers juifs. Là, ça s'en vient vers ça. On va avoir plus d'explications parce que les familles sont décédées. On est dans des deuxième, même des fois troisième génération où ils veulent comprendre, mais il n'y a plus d'attachement émotif parce que c'était ton mari ou parce que c'était un de tes enfants. Alors là, ça commence. Puis je dirais que dans la prochaine décennie, on va avoir un portrait peut-être plus violent, plus clair aussi de tout ce que les nazis ont pu faire subir au corps des victimes aussi, parce que là, il y aura des possibilités de peut-être étudier davantage ces charniers-là. Donc, la distance nous donne tout ça. J'ai l'impression que ton travail va changer dans le futur, pas le tien, mais c'est des historiens, parce que là, tu parles beaucoup de trouver des lettres manuscrites, de trouver des choses comme ça, mais là, on communique par Internet, on communique par message texte. Des faux screenshots, c'est facile à émuler. Des vrais screenshots, c'est facile à émuler, tomber sur des emails pour les hacker. Tout ça devient derrière des barrières qui sont plus tough que de trouver une enveloppe qui n'a pas été brûlée. Comment est-ce que tu penses que ça va être difficile ou plus facile parce que justement, il y a plus de preuves qui restent? Bien, plus de preuves qui restent. C'est sûr que tu peux toujours effacer ton browser history. Bon, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand il y a quelque chose de gros qui se prépare, il y a des traces. Puis je veux dire, dans le passé, il n'y avait pas toujours de traces écrites. Il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient justement verbales ou sinon on codait les lettres. Donc, il y a des gens qui s'envoient des courriels codés aussi. Puis il faut que tu comprennes le code pour lire entre les lignes. Là. Genre, on vient de décoder le code de Marie-Antoinette et d'Axel de Fersen. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, bon. Mais ce qui nous aide, par contre, je dirais, c'est toutes les nouvelles technologies, parce que l'informatique amène aussi des logiciels qui nous permettent de détecter si on est allé faire du copier-coller, comment on a travaillé un document. Donc, c'est sûr que les historiens qui vont s'intéresser à notre époque vont devoir avoir des compétences en informatique dont moi, j'avais moins besoin et dont j'ai moins besoin pour l'histoire ancienne. Mais donc, des logiciels qui vont nous aider à passer au crible une lettre ou un courriel pour voir justement est-ce que c'est le même style d'écriture. Un logiciel est maintenant capable de te dire c'est la même personne qui a écrit le courriel ou là, on voit qu'il y a eu du copier-coller ou des choses comme ça. Donc, oui, il y a un désavantage au numérique, mais en même temps, par contre, les technologies qui peuvent nous aider à trouver le vrai, le faux. Je veux dire, en enseignement, on fait ça. Là. On a des logiciels maintenant, on passe le texte d'un étudiant dedans, puis il va dire, ah ben on vient de trouver exactement ce paragraphe-là dans tel texte de Wikipédia. Là. Je veux dire, j'ai même plus à... Ben oui. Tu as des programmes universitaires, maintenant, il y a des secrétaires qui sont affiliés juste à ça. Le prof dit, je pense qu'il y a du plagiat, démontre-le-moi, puis ils vont aller faire passer des phrases qui ne semblent pas écrites comme le reste du texte. Ils vont passer ça dans le logiciel, puis le logiciel va chercher sur le web, voir s'il ne trouve pas exactement le même genre de style de phrase, puis te dire, ben, même s'il a enlevé 3-4 mots, même s'il a essayé 3-4 mots pour faire changement, reste que la phrase intégrale, elle est sur telle page Wikipédia, puis il te donne le lien. Fait que là, tu surlignes ça au fluo, puis l'étudiant a 0 parce que tu viens de démontrer son plagiat.
On l'a C'est au fou. collégial aussi. Donc, C'est fou parce qu'en mathématiques, quand j'étudiais à l'université, ça finit par avoir tout le monde a la même réponse, puis genre que tu tombes dans un vieux texte de l'époque, c'est la même démarche parce qu'il faut suivre. Fait que tu sais, c'est parce que c'est en histoire, ça marche ou dans d'autres disciplines. les sciences humaines, ouais. Ouais, c'est ça. En sciences pures, sciences mathématiques, c'est impensable de passer des démarches au fin même. Oui, mais nous, ben, c'est ça. Ça, c'est un des avantages. Fait que, tu sais, je veux dire, au fil du temps, ben, je veux dire, c'est sûr que les logiciels vont se développer pour aider les historiens à soit voir s'il y a un code dans la lettre, puis on ne peut pas la lire autrement, ou vérifier, dans le fond, est-ce qu'il y a eu falsification d'un document après coup, puis avec combien de temps après l'écriture du texte original. Moi, j'ose penser que ce ne sera pas très, très long avant qu'on ait accès à ce genre de logiciel-là. Là. On n'est pas dans le futur. Là. Je veux dire, on est juste dans quand le besoin sera, ben, le logiciel existera. Mais est-ce que tu sais, mettons, s'ils ont gardé, mettons, des ADN de certaines personnes ou de crânes de personnes que tu vas pouvoir peut-être modeler et imaginer qu'il y avait de l'air pour de vrai si on trompe sur le. Mettons, si on a des peintures. On en fait mettons, plein. Oui, c'est vrai, dans le fond déjà. Ben oui, déjà, tu sais, je veux dire, quand tu trouves un corps qui a assez d'ADN puis qui a une bonne morphologie faciale, il y a eu des corps de femmes de l'époque, des femmes néandertales, on a des reconstitutions physiques, des guerrières vikings avec les blessures, parce qu'on la voit sur l'os, on est capable de la représenter avec la hache en plein milieu du front, tu sais. On le fait déjà, là. Donc, ça sera pas ben compliqué plus tard non plus. En fait, ça va être mieux, là. Fait que, oui, c'est sûr que l'ADN en histoire, c'est venu changer beaucoup de choses parce que, pas juste ça, dans le fond, les technologies infrarouges et rayons X sont tellement évoluées, sont tellement précises que c'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a pu démontrer que dans les lettres échangées entre Axel de Fersen et Marie-Antoinette, mais c'est tout récent, c'est pour ça que c'est très drôle. Il y a quelqu'un qui avait décodé le code et qui démontrait que Marie-Antoinette, affirmait clairement son amour. Mais là, les rayons X ont permis de voir ce qui était écrit en dessous des ratures qu'Axel de Fersen avait. Puis, ils ont été capables d'identifier l'encre de Fersen puis réaliser que la composante de l'encre pour rayer était pas mal semblable à celle qui était sur ses lettres aussi. Donc, c'est probablement lui qui a raturé la lettre. Mais donc, ces rayons X-là permettent de voir sous les ratures. Et c'est comme ça qu'on a un texte qui est beaucoup plus explicite sur l'amour que portait Axel de Fersen à Marie-Antoinette. Alors, ces technologies-là, de plus en plus, c'est sûr que c'est en train de nous révéler des choses qui sont fantastiques. Là. Ça doit être dur aussi à interpréter comme je sais que je parle de ça depuis le début, mais c'est parce que je suis là-dedans ce temps-ci. Là. Mais mettons, tu sais, Hamilton, il y a un de ses généraux qui avait des lettres avec, puis il se demandait si c'était des lettres amoureuses à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il utilise même le mot romance, tout ça dans ses affaires. Puis il fait pas après. Fait que ça devient aussi tough de le voir comme. Tu sais, si c'est explicite avec Marie-Antoinette, c'est le fun, c'est plus clair. Puis des fois, c'est des messages qu'il faut que tu interprètes comme des codes pour dire qu'ils sont peut-être amoureux ou qu'ils entretiennent quelque chose. Puis, ça donne des débats historiques. Les historiens ne s'entendront pas nécessairement sur l'emploi de certains mots puis du sens qu'il faut donner à l'époque à laquelle ils ont été utilisés. Dans un vieil anglais aussi, des fois, qui doit être des fois comme proche du latin à une certaine époque où ça doit être tough à démasquer. Voilà, fait que ça, des fois, ça donne des débats. Puis Pierre-Luc, est-ce que tu vas lire la biographie de Ron Chernow qui a inspiré la comédie musicale? Peut-être, mais ça risque. Mais genre, à date, je suis plus dans les. C'est une puissante brique. Marie-Claude, Ouais. là, c'est une puissante brique. C'est difficile de passer au travers. Là. C'est pas la lecture de plage. Là. Je me suis dit que je vais peut-être la lire, puis là, j'ai juste ouvrage comme peut-être Ouais, ça a l'air super universitaire comme travail, ça m'intéresse pas tant. Mais justement, dans son livre, cependant, il dit que lui ne disconterait pas cette idée-là qui était potentiellement. Comme il dit, je peux pas le prouver 100% qu'il y avait des relations avec Philip Lawrence, mais il dit comme. John Lawrence, je pense, Philippe, c'est son fils. Mais bref, ce qui est dans les livres, ce qui est dans les lettres, il dit comme c'est possible que ça existe. Écoute, ça termine notre fanfiction de Hamilton. Ça va terminer aussi notre épisode. Alors, Evelyne, merci beaucoup d'avoir pris un petit break de tes vacances pour venir parler avec nous et répondre aux sujets de nos auditeurs. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. C'était très varié. Ben oui, absolument, absolument. Il y en avait plein d'autres, mais écoute bien, il faut qu'on finisse à m'emmener. On en refera un autre. On va noter ça. Mais en attendant, les gens, ils te trouvent où, Evelyne? Je continue pour une 9e saison. Dimanche, le 23 août, c'est ma 9e année à Dessine-moi un dimanche avec Franco Nuovo sur la première chaîne de Radio-Canada. Donc, j'ai une chronique historique à tous les dimanches matins vers 8h17. Je ne crois pas changer d'horaire.
mais en tout cas, pour l'instant, c'était ça. Je participais cet été, bien entendu, avec Stéphane Bureau. Donc, l'été, des fois, je suis en programme double. Là, présentement, j'essaie de voir. C'est sûr que là, la pandémie a mis fin à beaucoup de tournages. J'étais avec les décrypteurs à RDI, mais là, bon, tout ça a pris un petit peu le bord, mais j'analysais justement des fausses nouvelles dans l'histoire. Au décrypteur, il y a plein de petites capsules où on peut les voir sur YouTube présentement. Sinon, vous pouvez me lire, je critique des essais historiques pour Lettres québécoises. D'ailleurs, mon prochain, là, c'était l'histoire des épidémies au Québec. Donc, j'ai lu le livre et j'en ai fait une toute petite critique pour Lettres québécoises. Sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Historiophile ou mon compte Facebook, mon compte Twitter, pardon, Evelyne Ferron. Là, je fais juste de l'actualité. C'est un fil d'actualité. Je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais je fais vraiment un recensement tous les jours là, de ce qui sort en histoire, en archéologie, en termes de nouvelles. Mais vous pouvez aussi venir voir mes petites trouvailles puis mon côté un petit peu plus sucré sur Evelyne Ferron, historienne, ou sur mon compte Instagram, où là, c'est vraiment plus... Des photos de Flynn. Des photos de mon chien, Capitaine Flynn, de thé, où je suis un petit peu plus relax. Mais dans mes stories, par contre, vu qu'Instagram a évolué beaucoup, je trouve, dans les derniers mois, les musées, justement, étant fermés, ont été très actifs sur Instagram. Dans mes stories, par contre, je mets beaucoup de liens vers des choses que je trouve intéressantes ou des histoires sur des femmes pionnières ou des choses comme ça. Donc, dans mes stories, souvent, dans la journée, là, quand je veux passer quelque chose d'intéressant, je le repique là, sur Instagram. J'ai des tournages peut-être à venir dans des documentaires ou des choses comme ça, mais là, pandémie oblige. En tout cas, en théorie, je devrais peut-être retourner à la table de Kim Thuy. Ah! Alors, sur ta page Facebook, j'ai pu voir d'ailleurs qu'il y a un touriste qui a scrappé le pied d'une sculpture ancienne. Rapidement, peux-tu nous dire ça en une minute, voir ce que je veux dire, là, je ne sais plus exactement on est dans quel musée, là, mais c'est un touriste autrichien qui a été filmé par des caméras, qui voulait faire une belle pose, sa femme le pose, puis il a été filmé par les caméras de sécurité, puis il s'accote sur une statue de Canova, puis il casse le pied, endommage le pied, puis lui, il est parti, là, il n'a pas dit qu'il avait brisé le pied d'une statue en s'évachant dessus, mais la caméra de sécurité, tu sais, te le montre bien comme faux, en train de s'évacher pour son selfie, et qui a été retrouvé, et l'homme, à sa défense, tu sais, disait qu'il ne pensait pas que c'était fragile comme ça. Puis, tu sais, on voit une espèce de bougon autrichien qui a essayé de s'en sortir en douce, là. Fait que, ouais, il faut dire que les grosses statues, même antiques, dans les musées européens, contrairement à quand on a des expositions ici, ne sont pas sous des vitres. Et donc, des fois... C'est risqué. Je suis content qu'il l'ait pogné parce que quand j'avais vu la photo, je pense justement sur ta page, son visage était censuré. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire à l'époque où on est le plus filmé, souvent contre notre gré. La BBC cache danser ce gars-là. Il devrait le shamer puis montrer sa face à la plus grosse résolution possible. Ils n'ont pas montré sa face, mais ils ont donné son nom. Mais en tout cas, s'il s'est fait pogner, tant mieux, au moins. Mais de ce qu'on en sait, il va avoir comme une amende pour avoir endommagé, mais il ne payera pas la réparation de la sculpture. OK. Ouais. Ouais. À tout le moins. Mais récemment, il y a des gens qui ont déféqué au Machu Picchu avant que ça ferme. Ils se sont filmés en train de faire des tas au Machu Picchu pour rire. Puis je veux dire, c'est sûr que là, ils ont mis ça sur Instagram puis ils se sont fait pogner. Fait que, il y a de tout. Écoute, tant qu'ils sont pognés. Mais tu sais, quand ils se filment, quoi, après ça pognée, là, à un moment donné, là, quand tu te filmes en train de domper, genre, au Machu Picchu, là. Ça monte un certain degré de... Ouais. Avec changer le nom du Machu Picchu pour Machu Picchu, il faut changer de nom, genre, faut l'arrêter, là. Ouais, que non! Ce serait triste. Si on les arrête pas, le nom va changer, là, c'est clair. Oui, ça va devenir ça. C'est ça, la tradition aussi. On te trouve où, Gabrielle? Là, je passe 10 jours à Québec. Fait que si t'es à Québec, observe dans le Vieux-Québec, tu vas peut-être me voir. Sinon, Facebook, Instagram, TikTok, ça continue. La vie est là. Puis c'est pas mal ça. J'ai des shows qui s'en viennent, mais c'est comme encore loin en septembre. Fait que tout a le temps de refermer. Fait que je les annoncerai pas tout de suite. Pierre-Luc, on te trouve où? Comme Gabriel, le Facebook, Instagram, je suis pas sur TikTok, mais je suis sur Instagram à commercial Pierre-Luc. Et Facebook, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie et aussi sur Facebook. Fait que tu peux me trouver sur Facebook avec Pierre-Luc Racine. Sur Twitter aussi. Sur Twitter, je marque beaucoup de merde par rapport à Hamilton. J'aime ça. Mon Twitter me sert de bloc-notes de mes pensées comme ça. Quand j'ai des idées plus tard qui me reviennent, je tweete mon propre nom puis je cherche mon propre nom puis ce que j'ai pensé. Fait que comme ça me donne des idées de
de vieilles idées. Fait que je m'en sers ouvertement. Alors, les historiens vont savoir facilement ma vie parce que je peux me rappeler que j'ai fait. C'est un beau cadeau que tu leur lègues. Ben écoute, Nick, est-ce un cadeau ou une malédiction? On va voir plus tard. Oui, c'est aux historiens de décider. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzil qui est sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où je mets des dessins. Vous pouvez commander l'illustration. Si ça vous chante, ça fait un beau cadeau personnalisé à un être cher. On remercie les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui ont récemment sorti Panzer Paladin, un jeu très chic avec une belle esthétique de manga des années 80, de animé des années 80-90. On pilote des gros robots, on se bat contre des monstres, c'est merveilleux. C'était bien le fun de travailler là-dessus. On vous invite à regarder ça sur la Switch ou sur Steam. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!